Épargner et mettre de l'argent de côté semble être un acte d'une extrême facilité. Mais dans ce cas, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Jetez un œil sur YouTube et vous verrez le nombre de vidéos qui commencent par « Comment j'ai réussi à mettre gna 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 de côté ?» Évidemment, vous ajouterez le montant que vous voulez sur les gna gna gna. Celui qui veut épargner se heurte souvent à deux grands problèmes. Soit il n'arrive à épargner que très irrégulièrement, quand il peut quoi, et souvent de petites sommes. Ou alors, il met un peu de côté, mais son épargne disparaît dès qu'il a un petit problème de budget. Évidemment, vous aurez aussi le cas de figure où les deux problèmes coexistent en même temps. Pas étonnant que certains finissent par dire « Ça me saoule, quoi que je fasse, je n'arrive pas à épargner ». Mais imaginez maintenant une vidéo qui vous montrerait, étape par étape, comment mettre régulièrement de l'argent de côté, combien épargner en fonction de votre situation personnelle, et comment conserver cet argent pour l'utiliser au bon moment. Ça ne serait pas top ? Eh bien cette vidéo, vous êtes justement en train de la regarder. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube, salut tout le monde! Nous déroulons pour vous toutes les étapes vous permettant de reprendre le contrôle de vos finances pour vous préparer à investir et ensuite faire mieux que la moyenne. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode qui vous permettra d'épargner sur des comptes précis, avec des montants précis et pour des types d'épargne précis. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Les vidéos de 1, 2, 3 Richesse suivent elles aussi un cheminement précis. Donc en vous abonnant et en activant les notifications, vous n'en manquerez pas une seule. Épargner est l'étape nécessaire pour tout projet financier, quel qu'il soit. En fait, l'argent mis de côté est le socle indispensable si vous voulez contrôler vos finances. Pour autant, la majorité des gens se contentent, quand ils le font, de mettre de temps en temps un peu d'argent de côté au cas où. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, car mieux vaut épargner, même sans aucune stratégie, que ne pas épargner du tout. C'est vrai. Cependant, si vous structurez votre épargne, si vous mettez de côté de façon intelligente, les résultats seront beaucoup, mais alors beaucoup plus efficaces. Fondamentalement, votre épargne va vous servir pour 3 cas de figure. Se protéger des accidents financiers de la vie, préparer le financement de projets futurs, mettre de côté de l'argent afin d'investir et vous créer un patrimoine. Mais pour cela, il faut suivre un cheminement rigoureux qui démarre avec cette grande question: combien pouvez-vous épargner ? Épargner, c'est avant tout de la régularité temporelle et la régularité de la somme que vous mettez de côté chaque mois. En d'autres termes, mieux vaut un petit effort mensuel qu'un gros tous les 6 mois. Afin de pouvoir estimer ce que vous pouvez épargner, nous avons besoin de 2 chiffres. Votre capacité d'épargne actuelle, c'est-à-dire le montant d'argent que vous pouvez mettre actuellement de côté par rapport à votre niveau de vie, et la capacité d'épargne potentielle, c'est-à-dire l'argent que vous pourriez normalement épargner. La capacité d'épargne actuelle correspond à la différence entre le montant de votre budget utilisable et le montant moyen de vos dépenses courantes. Vous pouvez facilement calculer tout ça grâce à la série de vidéos que nous avons fait sur le sujet et dont vous trouverez le lien en fiche et dans la description. En général, la capacité d'épargne potentielle correspond à un montant allant de 10 à 20% de votre budget utilisable. Attention, je parle bien du budget utilisable et pas de votre revenu. Après, n'oubliez pas que ce chiffre est seulement un indicateur. Si je prends l'exemple d'un revenu de 1 400 € avec 700 € de charges fixes et un montant moyen de dépenses courantes de 600 € par mois, je me retrouve donc avec une capacité d'épargne actuelle de 100 €. 1400, moins 700, moins 600. On est d'accord ? On est d'accord. Mais dans le même temps, si je prends 20% de mon budget utilisable, mes revenus moins les dépenses fixes, soit 700 €, j'obtiens alors une capacité d'épargne potentielle de 140 €, ce qui est quand même mieux. Même si ces calculs vous semblent fastidieux, ils vous permettront d'obtenir des chiffres précis et concrets correspondant à la réalité de votre situation. De plus, cette rigueur vous resservira ensuite lorsque vous utiliserez une partie de votre épargne pour investir.
Maintenant que vous savez ce que vous mettez de côté chaque mois et que vous connaissez le montant d'épargne mensuel possible, il suffit simplement de faire coïncider les deux chiffres. Normalement, le montant d'épargne potentiel devrait être supérieur à ce que vous épargnez réellement. Si ce n'est pas le cas, eh bien bravo, car vous épargnez déjà plus que prévu et vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Mais si vous êtes dans le cas de figure classique, capacité d'épargne actuelle inférieure à la capacité d'épargne potentielle, il ne vous reste plus qu'à augmenter graduellement le montant d'argent que vous mettez de côté. Pour cela, tous les 2 ou 3 mois, il suffira d'augmenter la somme épargnée de 10, 20 ou 50 euros afin de ne pas trop déstabiliser votre budget. En reprenant l'exemple précédent, j'épargne actuellement 100 euros par mois, mais ma capacité d'épargne potentielle est de 140 euros. Dans ce cas, je peux mettre de côté non plus 100, mais 120 euros pendant quelques mois, afin de m'habituer à la baisse de mon budget utilisable. En effet, n'oubliez pas qu'épargner est une absence de consommation. Il s'agit donc automatiquement de faire baisser le montant d'argent que vous pouvez librement utiliser durant un mois. Mais si vous voulez augmenter votre montant d'épargne sans toucher à votre budget utilisable, il existe pour ça une méthode très simple que nous avons déjà dévoilée dans l'épisode 12, et dont vous trouverez le lien en description. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à diriger les sommes épargnées au bon endroit, par le biais d'un principe simple, se payer en premier. Se payer en premier ? Comment ça, se payer en premier ? Mais je suis pas un employeur, je ne peux pas me verser un salaire. Eh bien, en fait si, le cube. Même si tu ne t'en rends pas vraiment compte. Se payer en premier est un principe qu'appliquent toutes les personnes qui veulent épargner et mettre de l'argent de côté sans se prendre la tête. L'idée est la suivante. Tu vas te verser à toi-même l'épargne que tu réalises, exactement comme si tu te versais un salaire. D'accord, mais à partir du moment où j'épargne, j'applique déjà ce principe, non ? Eh bien, tout dépend du moment où tu l'appliques. De nombreuses personnes attendent la fin du mois pour voir ce qui reste et mettre le surplus de côté, ce qui donne d'énormes variations de montant. Là, dès que tu reçois ton salaire, tu diriges immédiatement le montant de ta capacité d'épargne vers un compte dédié. Donc, tu te payes en premier. Ensuite, tu règles tes charges fixes, puis tu vis avec le reste. Ah, mais ça fait également passer l'épargne dans les dépenses régulières et fixes. Celles que l'on a vues dans notre cadran des dépenses de l'épisode 11. C'est hyper pratique. Oui, et si à la fin du mois il te reste encore de l'argent en surplus, parce que tu n'as pas tout dépensé, il te suffit alors de décider vers quel type d'épargne tu l'orientes. C'est ce que j'appelle la purge. De cette façon-là, ne reste sur le compte courant que l'argent que tu utilises réellement, le reste est systématiquement placé ou investi. Je comprends mieux tout le travail qu'on a fait sur les épisodes de la gestion des dépenses et l'optimisation des comptes. Donc, petit conseil aux nouveaux sur la chaîne qui veulent préparer leurs finances à l'investissement. Prenez les épisodes depuis le début. Maintenant que nous avons vu la méthode pour épargner, il est temps de voir comment constituer les différents types d'épargne. À partir de maintenant, nous allons nous appuyer sur l'épisode précédent qui concernait les grands types d'épargne à mettre en place. Il s'agit de l'épisode 30 dont vous trouverez la fiche et le lien en description sur la façon de structurer son épargne. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le fonds d'urgence est le premier rempart financier en cas de petits pépins sur votre budget. En effet, même si vous gérez très bien vos finances et votre budget mensuel, il peut vous arriver un accident de parcours par le biais d'une dépense imprévue et que vous n'aviez pas vu venir. Ces accidents de parcours vont du montant des courses que vous faites à la fin du mois et qui dépassent votre budget utilisable, à une réparation sur votre voiture et qui vous coûte quelques centaines d'euros. Le fonds d'urgence va donc amortir ces secousses budgétaires en vous permettant de dépasser de temps en temps le montant de votre budget mensuel. Le mieux est donc d'avoir directement sur votre compte courant l'équivalent d'un mois de salaire en plus. Sur le compte courant ? Pas sur un autre compte ? Surtout pas sur un autre compte. Mais le fonds d'urgence est la seule exception. C'est la présence de l'argent sur ton compte courant qui va permettre d'encaisser immédiatement les accidents financiers. Très bien. Ah, mais du coup, pour mettre en place ce fonds d'urgence, en fait, il n'y a rien à faire. Effectivement, il suffit d'appliquer les principes donnés dans les étapes antérieures et de laisser l'argent s'accumuler. Lorsqu'à la fin d'un mois, on constate que le montant d'argent est égal à un mois de salaire, c'est bon, le fonds d'urgence est constitué.
C'est un peu comme si on débutait le mois suivant avec déjà un salaire sur notre compte. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça peut aussi te permettre de voir venir pendant un mois complet s'il y avait un problème quelconque sur le règlement de ton salaire. Une fois que le fonds d'urgence est mis en place, on peut s'atteler à l'épargne de sécurité. Là où le fonds d'urgence amortit les soubresauts mensuels d'un budget, l'épargne de sécurité va plus loin. Elle agit comme un rempart stoppant les tempêtes financières. Grosses dépenses de remplacement, maladies prolongées, perte d'emploi, etc. Il s'agit donc d'une forme de filet de sécurité à moyen terme. Si j'ai bien compris, cette épargne de sécurité me permet de me prémunir de toutes les dépenses imprévues qui, soit sont supérieures à mon budget mensuel, ou même mon salaire, soit perdureraient au-delà d'un mois. C'est exactement ça. En gros, c'est une épargne qui te permet de voir venir. Son montant doit être, au minimum, de l'équivalent de 3 mois de salaire. Le mieux étant d'avoir à peu près 6 mois d'avance pour un salarié et 1 voire 2 années pour un travailleur indépendant. Ah oui, effectivement, il s'agit d'une épargne plus conséquente. Et pour stocker cet argent ? Inutile de se casser la tête. Un simple livret d'épargne réglementé, type livret A, fera parfaitement l'affaire. Mais vu les taux du livret A et le niveau d'inflation, on ne risque pas de perdre de l'argent ? Oui, sans doute un peu, mais on s'en moque. De toute façon, aujourd'hui, le cash ne rapporte plus rien, ou alors pas de cette manière-là. L'important est surtout d'avoir des fonds disponibles immédiatement en cas de problème. Du coup, une fois que le fonds d'urgence a été constitué, il suffit de mettre en place un virement mensuel automatique vers le compte épargne choisi, puis de laisser l'épargne de sécurité se constituer toute seule. C'est ça. Le montant du virement correspondra bien sûr au montant de sa propre capacité d'épargne mensuelle. La date de virement sera placée peu de temps après la date de virement du salaire afin d'appliquer le principe du « se payer en premier ». Une fois l'épargne de sécurité constituée, ou en tout cas bien établie, vous pourrez vous atteler à la création de l'épargne de projet. Là encore, on utilisera les principes expliqués auparavant, à savoir un ou des virements automatisés en direction de différents comptes, soit d'épargne, soit d'investissement, afin de laisser le système travailler tout seul. Oui, mais en matière d'épargne de projet, il en existe de tellement différents qu'on ne peut pas s'occuper de tout à la fois. En fait, si, à condition de se concentrer sur un seul à la fois. Il s'agit donc de les prioriser. Bon, globalement, on peut considérer que pour l'épargne de projet ou de prévoyance, il existe 3 grands ensembles. L'immobilier personnel, la retraite ou l'investissement financier, les projets divers comme se payer une formation ou un voyage autour du monde. Pourquoi tu as placé l'investissement avec la retraite ? Tout simplement parce que épargner avec des produits classiques pour sa retraite est quasiment une aberration. Sur le très long terme, tu perdras de l'argent. Donc mieux vaut carrément investir afin de maximiser les gains. De ce fait, pour ce type de projet, mieux vaut opter pour de l'investissement boursier par exemple. Si tu comprends ce que tu fais, globalement tu peux arriver à doubler ton patrimoine financier tous les 10 ans. Donc, épargne retraite ou investissement, la bourse. Et pour l'immobilier personnel ? C'est là que ça devient plus délicat. Ici, l'objectif est d'atteindre la somme nécessaire tout en protégeant le capital. Or, sur le long terme, les produits d'épargne classiques nous font perdre de l'argent, ou du moins du pouvoir d'achat. Donc là, actuellement, peu de solutions s'offrent. Il s'agit soit de se constituer un capital sans perdre d'argent, mais en prenant plus de risques, par exemple par le biais d'une assurance vie avec peu d'allocations sur des fonds en euros, soit de limiter le risque, mais en ayant une faible rémunération, en utilisant les plans et comptes épargne logement, et éventuellement bénéficier des avantages des prêts liés à ces produits d'épargne. Donc, à voir en fonction de la situation de chacun. Et pour les projets divers alors ? Là, au contraire, c'est beaucoup plus simple. Les projets divers ont souvent des temporalités moyennes, voire courtes. Ici, il s'agit d'atteindre un objectif financier établi à l'avance, sans passer par un crédit. Pour calculer l'effort d'épargne à faire, il suffit de décider du moment où l'on veut le réaliser, puis de diviser la somme totale par le nombre de mois avant sa réalisation. Le montant ne fera pas forcément plaisir, mais il permettra d'avoir un résultat clair et tangible. Et comme nous ne sommes pas sur du temps long, un simple livret fera là aussi parfaitement l'affaire. Oui, comme
pour l'épargne de sécurité, l'idée ne sera pas de gagner de l'argent par le rendement, mais bien de pouvoir stocker les sommes afin de les séparer de son budget courant. L'ensemble de ces étapes peut être synthétisé par une amélioration de la structure de notre hub financier. Hub que l'on a abordé dans l'épisode 22 sur la structure de compte pour investir. Le lien se trouve en description. En soi, rien de bien compliqué donc. Il s'agit essentiellement de compartimenter chaque type d'épargne afin de bien la séparer de votre budget mensuel. À partir de là, chaque somme sera à sa place et il sera plus facile pour vous de voir sur quel compte vous devez puiser de l'argent en cas de soucis financiers ou autres. N'oubliez pas, plus vous aurez une vision claire de vos propres flux financiers, plus votre stratégie d'investissement et la source financière de ces mêmes investissements deviendra précise et efficace. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. S'il vous a plu, intéressé ou aidé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous désirez soutenir notre travail, eh bien, abonnez-vous tout simplement et activez la cloche pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. En attendant, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.